Alors, seule femme parmi les poètes maudits, Marceline Desbordes-Valmore, actrice et chanteuse, devenue poète autodidacte, participe au remodelage de l'espace lyrique dans les années 1820 à 1840. S'en chantant des élégies de cette poète et saluant son génie naturel, Sainte-Beuve considère toutefois que lorsqu'elle se met à conter, elle tombe, écrit-il, dans le petit, dans l'imperceptible, dans la vignette scintillante, et de citer donc les poèmes sur l'enfance, qualifiés de gentille petitesse et de joli grasseyement enfantin, qu'il avoue évidemment ne guère apprécier. À l'inverse de Sainte-Beuve, un article consacré aux femmes de lettres françaises contemporaines, publié dans l'Illustration en 1844, loue la posture de berceuse qu'endosse la poète. Lorsque, par exemple, elle chante auprès d'un berceau quelques naïves et douces chansons pour endormir l'enfant qui vient de lui sourire, sa voix a des accents de tendresse émue qui pénètrent l'âme. Cette critique, disons, positive est le résultat d'une spécialisation et d'une répartition des genres poétiques selon les sexes, qui font de la poésie enfantine le complément logique du rôle, disons, domestique, maternel, conjugal de la femme. Les poèmes traitant de l'enfance cantonnent-ils l'auteur dans des genres mineurs? Certes, à première vue, ils construisent, comme l'écrit Christine Planté, l'image édifiante d'une maternité attendrie. Mineures, ces poésies le sont, car elles semblent réservées à l'édification des enfants. Elles les mettent en scène tout comme elles s'adressent à eux. Mineures aussi, ces poésies le sont en raison de leur impureté constitutive, soit de leur forme composite qui mêle à la fois récits, fables, chansons, contes, leçons de morale. Mineures surtout, elles le sont, puisqu'elles charrient certaines des altérités constitutives des genres oraux, anonymes, populaires, féminins de la berceuse et du conte. Donc, je vais me pencher aujourd'hui sur le petit genre de la berceuse, tenu au 19e siècle comme un devoir exclusif des femmes. Je voudrais montrer que certains poèmes de Desbordes-Valmore motivent des phénomènes d'interdiscursivité avec les chants du berceau. Et ce dialogisme culturel, loin de les minorer et de les marginaliser, active plutôt, à mon sens, des pratiques majeures de la culture française liées au passage initiatique de la vie. Donc, la poésie desbordienne entretient des relations multiples avec la littérature orale de l'enfance, notamment avec les airs du sommeil, qui constituent un genre mineur, méprisé et méconnu. Oscillant entre art poétique et chansons monotones, les berceuses ont pour visée et pour fonction d'endormir les enfants. Alors, le mot apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835, qui en donne la définition suivante. Femme chargée de bercer un enfant. Ce n'est qu'en 1842 que dans son complément, l'Académie française ajoute l'emploi générique que l'on connaît, chanson faite pour endormir un enfant, air de cette chanson. Si la berceuse devient au 19e siècle un genre littéraire, quoique mineur, c'est qu'elle s'inscrit d'une part dans l'émergence d'une nouvelle culture européenne de l'enfance qui s'ancre dans la culture de l'imprimé et de l'éducation, donc d'une part, oui, et d'autre part dans le mouvement romantique qui valorise l'histoire et l'identité nationale et qui collecte pour ce faire la littérature orale française. Donc, je rappelle brièvement qu'en 1852, le ministère de l'Instruction publique commande des instructions relatives aux poésies populaires de la France et aux chansons françaises qui permettent donc de recueillir des formulettes enfantines et qui mènera à la publication de livres comme ceux d'Eugène Roland, Rimes et Jeux de l'enfance. Donc, qui répertorient, outre les comptines, les devinettes, rondes, certaines donc des berceuses, constituant le patrimoine du sommeil enfantin de la France. Ajoutons que les berceuses forment, parmi les genres mineurs des enfantines, un sous-genre. Elles relèvent en effet de ce que les folkloristes anglais appellent les nursery lore, soit les productions adultes à l'intention des enfants, en opposition au children folklore, c'est-à-dire la tradition orale propre aux enfants, donc faite par les enfants, qui sont davantage valorisées par les folkloristes. Ainsi, les berceuses ne sont pas systématiquement collectées par les folkloristes. Ici, elles sont donc considérées comme un genre sous-estimé parmi les petits genres oraux. C'est que, par leur mode de performance, les berceuses sont évidemment spécifiquement une chanson de femme.
De surcroît, destinée à être écoutée par le jeune enfant, elle ne s'adresse pas à un public cible imminent et ne peut évidemment pas mener à la consécration selon les logiques du champ littéraire. Ces mécanismes d'élaboration, de production, de circulation diffèrent complètement des œuvres littéraires écrites, ce qui explique que pendant longtemps, l'écriture et l'imprimerie n'ont pas cru ces traditions enfantines dignes d'être conservées. Résumons. Sans auteur, la chanson de berceau, monotone, lente, est une activité maternelle, privée, domestique, à destination enfantine. Donc, ces altérités définitoires du genre l'empêchent, comme pour les contes de tradition orale, d'être reconnus comme une production littéraire majeure et à part entière en raison de la prégnance de l'écriture dans nos sociétés. La mutation anthropologique qui valorise les grandes collectes du folklore enfantin dans la deuxième moitié du 19e siècle participe tout de même des conditions de possibilité des formes scripto-poétiques de la berceuse. Donc, les stratégies énonciatives, thématiques, musicales à l'œuvre dans les poèmes berçants des bords de Valmore contribuent plutôt à la formation et à l'invention d'un répertoire proprement enfantin qui se constitue à partir des années 1840. Certains de ces poèmes catégorisés comme berceuses seront d'ailleurs mis en musique et intégreront le répertoire des berceuses françaises. C'est le cas du poème Dormeuse, publié en 1839 dans le recueil Pauvre fleur, et dont le titre veut dire berceuse, et sur lequel je voudrais m'arrêter un peu plus longuement. Il a été mis en musique par Georges Bizet en 1868. Dès lors, il est peut-être plus connu sous le titre que le musicien lui a donné de berceuse sur un vieil air. Alors, je vais le lire et non pas le chanter pour ne pas vous faire fuir. Et pour ensuite étudier donc certains des motifs structurants que ce poème partage avec la berceuse de tradition orale. Si l'enfant sommeille, il verra l'abeille, quand elle aura fait son miel, danser entre terre et ciel. Si l'enfant repose, un ange tout rose que la nuit seule on peut voir viendra lui dire bonsoir. Si l'enfant est sage, sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui parlera. Si mon enfant m'aime, dira Dieu lui-même, j'aime cet enfant qui dort, qu'on lui porte un rêve d'or. Fermez ses paupières et sur ses pierrières, de mes jardins pleins de fleurs, faites glisser les couleurs. Ourlez-lui des langes avec vos doigts d'ange et laissez sur son chevet pleuvoir votre blanc duvet. Mettez-lui des ailes comme aux tourterelles pour venir dans mon soleil danser jusqu'à son réveil. Qu'il fasse un voyage au bras d'un nuage et laissez-le s'il vous plaît boire à mes ruisseaux de lait. Donnez-lui la chambre de perles et d'ambre qu'il partage en dormant nos gâteaux de diamants. Brodez-lui des voiles avec mes étoiles pour qu'il navigue en bateau sur mon lac d'azur et d'eau. Que la lune éclaire l'eau pour lui plaire et qu'il prenne au lac changeant mes plus fins poissons d'argent. Mais je veux qu'il dorme et qu'il se conforme au silence des oiseaux dans leur maison de roseaux. Car, si l'enfant pleure, on entendra l'heure teintée partout qu'un enfant a fait ce que Dieu défend. L'écho de la rue, au bruit accouru, quand l'heure aura soupiré, dira l'enfant a pleuré. Et sa tendre mère, dans sa nuit amère, par son ingrat nourrisson, ne sera plus de chanson. S'il brame, s'il crie, par l'aube en furie, ce cher agneau révolté sera peut-être emporté. Un si petit être par le toit peut-être, tout en criant s'en ira et jamais ne reviendra. Qu'il rôde dans ce monde sans qu'on lui réponde, jamais l'enfant que je dis ne verra mon paradis. Oui, mais s'il est sage, sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui parlera. Alors, on retrouve tout d'abord une certaine permanence de la structure quadripartite de la berceuse traditionnelle. C'est-à-dire, dans la première étape, donc dans la berceuse traditionnelle, est constituée de l'injonction parentale au sommeil et elle correspond ici aux 12 premières strophes. Deuxième étape, la résistance enfantine au sommeil qu'on peut retrouver à la strophe numéro 13. Troisième étape, la menace du croque-mitaine, appelée à la rescousse pour enlever le mauvais dormeur qui n'est pas sage comme une image. Ce sont les strophes 14 à 18. Et enfin, quatrième étape, la retraite dans le rêve, et c'est la dernière strophe. Reprenons en détail. Donc, première étape, l'injonction au sommeil. Les 4 premiers quatrains disposent d'une cascade énumérative et hypothétique insistant sur les bienfaits que l'enfant peut retirer de l'assoupissement.
Ceux-ci sont ensuite détaillés dans les 8 strophes suivantes qui empruntent la voix impérative de Dieu ordonnant les beaux rêves et souhaitant que l'enfant se conforme à ses ordres. Si le dormeur est sage, il entrera dans l'univers de la merveille. La mention des oiseaux et des fleurs, du soleil et de la lune, du ruisseau et du lac témoigne d'éléments profondément ancrés dans les airs du bercement qui activent des conceptions animistes du monde. La berceuse étant ce moment où l'enfant doit arrêter de jouer et de s'émerveiller pour succomber à l'enchantement du sommeil et à l'enchantement du proche, c'est-à-dire la voix de la mère. On ne s'étonnera pas de la présence donc des bienfaits du rêve comme manière d'explorer l'univers de façon sécuritaire et substitutive. L'endormissement permet au dormeur d'entreprendre un voyage au bras d'un nuage, de naviguer en bateau et de pêcher sur le lac changeant. Bref, de parcourir tous les lieux qui, dans la réalité, sont inaccessibles ou dangereux pour lui. Sauf qu'à bien relire le poème, on s'aperçoit que l'envolée vers les espaces ensauvagés et interdits est constamment retournée et projetée vers la domus maternelle, c'est-à-dire l'espace domestique de la mère ou l'espace divin. Muni d'ailes et de voiles, le petit dormeur peut s'envoler vers un autre monde. La mère suggère que le songe entraîne l'enfant au loin. Alors que dans les faits, elle le fait plutôt revenir dans son giron, dans ses jardins, son soleil, ses ruisseaux, ses étoiles, etc. En les prenant possessifs, surdéterminant ici le retour vers le même, vers la mer. Ces lieux tout à la fois éloignés et proches, clandestins et accessibles, sont en quelque sorte des ébauches et des amorces de rêves. Ils sont des petites incitations à l'aventure poétique qui inaugurent les premiers pas de l'enfant à travers le monde de la représentation intellectuelle. Donc, construit sous la forme répétitive de la prière et de la même formule mélodique, chaque quatrain reproduit la monotonie caractéristique de la berceuse. On peut supposer que l'exécution de la chanson pourrait s'arrêter après n'importe laquelle des strophes à l'impératif, advenant l'endormissement de l'enfant. Si dans la pratique réelle du bercement et de l'endormissement, on sait à quel moment la berceuse commence, il est impossible de déterminer à quel moment elle finit, car le signe de son efficacité est marqué par son interruption même. L'adulte qui berce suit l'avancée du sommeil, la voix diminue en intensité, la parole se défait, devient son répété, do, do, l'enfant, do, murmure fredonné pour laisser place au silence et au sommeil. La mère berceuse dispose ainsi de plusieurs quatrains pour parvenir à ses fins. Le rêve se fait aussi sous le patronage de la Vierge. Si l'enfant est sage, sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui parlera. Cette strophe répétée à 2 reprises, au 3e et au dernier quatrain, agit comme un court refrain. Elle rappelle dans le motif latent de la dormition de la Vierge la proximité que le sommeil entretient avec la mort et le paradis, mentionné d'ailleurs à l'avant-dernier quatrain. La berceuse se veut apotropaïque, appelle les bienfaits et prémunit le dormeur contre les dangers et la mort. Gardé par la Vierge, par Dieu et par un ange tout rose, le nourrisson est protégé par des anges gardiens, ceux qui veillent constamment et qui deviennent précisément au 19e siècle des protecteurs du repos enfantin. Annexant la fonction assoupissante, rythmique des berceuses européennes, la séquence liminaire du poème insiste sur les figures tutélaires, les récompenses et la réussite du rite d'endormissement. Les 6 quatrains suivants reprennent en partie la structure initiale du conditionnel, dans laquelle les rebonds hypothétiques brandissent la menace du croque-mitaine et activent les conséquences funestes de la désobéissance. Ne peut-on pas présumer que ces strophes sont là au cas où, durant la pratique du bercement, l'enfant ne dormirait pas encore? Les vers auraient tenu son attention en éveil, supposant, comme pour les berceuses traditionnelles, un échange ouvert, in process. Ainsi, on peut dire que si l'enfant pleure, il aura droit à cette part inquiétante et menaçante du poème, qui est l'envers du pays de Cocagne et des beaux rêves. Ayant perdu la protection maternelle et divine, l'ingrat nourrisson ne saura plus de chansons. Semonce, la berceuse devient tout à coup maudite, attirant les forces lugubres de la nuit sur l'enfant. Le changement de ton au 13e quatrain, chiffre maléfique, témoigne d'une autre forme d'initiation, non plus au sommeil, mais à la peur. Comme le rappelle Nicole Belmont, l'éducation traditionnelle de l'enfant se fait en France par la crainte.
On le menace en effet de faire appel à des êtres fantastiques, spécialement chargés de punir les enfants qui ne sont pas sages. À l'enfant qui ne veut pas dormir, la berceuse invoque les êtres de la nuit qui rôdent près de la maison et qui menacent de le dévorer. C'est la strophe 17. L'allusion au croque-mitaine, qui n'est ni nommée ni montrée, laisse l'enfant libre d'interpréter les phénomènes inquiétants, ce qui rend le chant peut-être davantage menaçant, puisque c'est le propre du croque-mitaine de ne pas être défini. Et il tire de cette imprécision sa force inquiétante. Donc, cette dormeuse est ainsi bercée par les deux mouvements contradictoires, mais structurants de l'enchantement et de la croque-mitainisation, qui ressortissent sur l'objet culturel de la socialisation de l'enfant. La même berceuse, le même poème sur le croque-mitaine en consacre ainsi les deux facettes. D'un côté, la terreur délibérément suscitée par la mère, et de l'autre, le réconfort qu'elle apporte à l'enfant angoissé. Cette traditionnelle mise en scène à l'œuvre dans la poésie débordienne, qui puise des stratégies discursives et poétiques dans des modèles oraux, amène par les deux voies de la peur et de la consolation l'enfant à se soumettre et à accepter la volonté des adultes, ces grandes personnes qui l'épouvantent et le protègent à la fois. Dans Dormeuse, on peut aussi dire que la survenue du croque-mitaine atteste de l'impuissance de la berceuse à endormir l'enfant. Comme si le poème désignait paradoxalement son inefficacité performative et son incapacité à produire de beaux rêves. Si l'enfant ne dort pas, deux options s'offrent à la chanteuse. Soit elle intègre des quatrains à rallonge, c'est-à-dire qu'elle ajoute des strophes comme celles sous forme de prières, qui semblent pouvoir être remplaçables, recomposables. Et soit elle fait donc basculer le chant dans une tonalité effrayante, et donc elle fait revenir le dieu colérique et vengeur qui menace le petit par la voix de la mère. En dernier recours, la chanteuse dispose du monstre et de l'effroi. Elle jette l'enfant seul dans l'histoire, sans armes, devant l'aube en furie, le condamne désormais à rôder en ce monde comme un mort avant l'heure. Le croque-mitaine, a priori, devrait agir comme une entrave au sommeil. Pourtant, il s'inscrit dans la continuité mélodique et rythmique et dans les logiques initiatiques de la berceuse. C'est que piège auditif, piège herméneutique, piège soporifique qui se referme sur celui qui l'écoute, la berceuse ravit l'enfant, au double sens qu'elle l'enchante, tout en le menaçant d'être enlevé par un croque-mitaine. Et le petit dormeur apprend alors que les menaces sont des figures et des énoncés symboliques chantés à titre d'hypothèse. Comprend que ni le loup ni le croque-mitaine du grenier ne l'emporteront réellement au loin. Cette technique de la peur, par la sommation d'êtres réels ou imaginaires, est donc un acte verbal rituel au cœur d'une initiation. Alors, je conclus. À la jonction des cultures enfantines et féminines, les berceuses traditionnelles composent une riche et vaste matière verbale, sémantique, rythmique, que récupèrent et réinventent les poèmes débordiens. On a ici un usage poétique et scriptural d'une pratique maternelle, orale, enfantine. Les airs du sommeil, chantés par les mères et les nourrices, destinés aux enfants, sont une des parts autres de la poésie écrite. Ce qui explique que les berceuses poétiques sont, du point de vue de l'histoire littéraire, des genres mineurs, car elles ne suivent pas nécessairement les voies de l'institutionnalisation de la culture de l'imprimé. Genre conditionné par sa fonction, faire endormir l'enfant, les berceuses ne sont pas exclusivement esthétiques, s'apparentant plutôt à d'autres formes rituelles comme les incantations, les prières, les charmes, qui utilisent la parole ou le chant comme moyen de protection et qui disposent de valences fonctionnelles, pragmatiques, éducatives. Or, en 1839, au moment où Desbordes-Valmore publie ses premières berceuses poétiques, le temps est davantage aux prophètes qu'aux berceuses. Davantage à l'art pour l'art qu'à la poésie communicative, interactive, initiatique. Certes, les accointances que cette œuvre poétique entretient avec l'imaginaire générique et structurel des petits genres de la littérature orale minorent, d'un point de vue institutionnel, le statut de l'auteur, en la reléguant à des formes convenues pour son sexe. Pourtant, si on se place du côté de l'anthropologie et de l'histoire culturelle, ces poèmes pour l'enfance appartiennent aux traditions de la naissance et à une pratique fondamentale dans le processus de socialisation des enfants en matière d'apprentissage des frontières entre le visible et l'invisible, le réel et le rêve, le domestique et le sauvage, le littéral et le symbolique, la menace et la bénédiction. Surtout apprendre pour les enfants à surmonter l'effroi pour s'endormir, c'est passer à la classe d'âge suivante, celle de l'âge de raison.
La dormeuse à faire peur de Desbordes-Valmore, véritable petit rite chanté lié à la première enfance, permet de franchir ce seuil initiatique, ce qui n'est pas rien, et révèle les pouvoirs mystifiants de la fiction et du langage poétique, ce qui n'est aussi pas rien. Au bout du compte, cette poésie, loin d'être mineure, actualise ici des pouvoirs majeurs, ici associés spécifiquement au féminin, la transmission, l'enchantement, l'initiation. Que cette poésie fasse coexister des logiques culturelles du care et du scare infuse à la figure attendue de la mère idéale et protectrice une inquiétante étrangeté. En ce sens, Femme au sable, Desbordes-Valmore est à la fois une poète bienfaisante qui berce les enfants et qui se berce des petits genres oraux relégués à la maternité, mais elle est aussi un poète maudit qui menace, avertit, réprimande et effraie les enfants. Merci.